connu la plage avec cette digue, sauf que quand j'étais enfant, il y avait des passerelles en bois, on passait par-dessus et on marchait encore bien 50 mètres pour arriver jusqu'à la mer. Maintenant, on voit que la mer est contre la digue et même par endroits, elle l'a dépassée. En fait, elle a creusé par-dessous, elle a enlevé le sable, la digue s'est affaissée et la mer est passée. Et petit à petit, ce travail continue. Et la mer avance doucement. Inexorablement, la mer grignote les terres d'Aurélie. La Camargue, c'est la région de France où l'eau monte le plus vite, sous l'effet du réchauffement climatique. On sait que c'est notre sujet d'avenir, quoi. Ça va être notre défi de l'avenir. Je m'appelle Aurélie Reynaud. Je suis manadière, c'est-à-dire que j'élève des taureaux de race Camargue au Sainte-Marie de la Mer. Pour les Camarguais, le manadier est vraiment important. C'est pas la star, mais c'est le propriétaire des stars, quoi. La star, c'est le taureau. Le manadier, c'est celui qui permet que les taureaux existent. Parce que pour eux, le taureau, c'est primordial. Il faut qu'il y ait des taureaux dans leur vie, dans la fête du village. Il faut qu'ils se promènent en voiture, qu'ils voient des taureaux ou des chevaux. Aurélie possède 250 têtes de bétail. Élevées dans un seul but, participer à la course camarguaise, le sport emblématique de la région. La manade d'Aurélie est une des plus anciennes de Camargue. Elle est aujourd'hui menacée, cernée par la mer, le Rhône et les étangs d'eau saumâtre. Et lors de certaines tempêtes, comme ce jour de novembre 2019, la situation peut devenir critique. On s'est levé à 7h du matin, on regarde par la fenêtre, tout va bien, on déjeune. À 7h30, il y avait l'eau devant la cour de la maison. En une demi-heure, ça a complètement débordé. Et là, on s'est dit, c'est vraiment grave parce que c'est très rapide. Et nos animaux, on ne peut pas les sortir en une demi-heure, c'est pas possible. Mais les inondations ne sont qu'une partie des difficultés que rencontre Aurélie. Avec le réchauffement climatique, tout l'écosystème de la région est modifié. Alors, on est obligé de nourrir quasiment toute l'année, 11 mois par an. On donne du foin en complément. Parce que nos terres, elles se situent vraiment proches de la mer. Et tout se salinise. Qui dit sel dit peu d'herbe. Le sel, c'est un désherbant. Et du coup, ici, on a une qualité de pâturage pas très bonne. En plus de ça, il pleut de moins en moins. Du fait qu'il ne pleuve pas, et le sel dans la terre reste assez haut, quoi. Il ne descend pas. Donc, d'année en année, c'est de plus en plus compliqué pour nous. Acheter le fourrage pour toutes ces bêtes coûtait plus de 80 000 € par an. Une somme astronomique pour l'exploitation. On s'est dit non, c'est pas possible qu'on mette autant d'argent dans de la nourriture qu'on jette par terre. Enfin, qu'on jette par terre, ouais. Donc on a dit là, il faut qu'on fasse nous-mêmes notre foin parce que ça va devenir intenable de l'acheter. Et maintenant, on fait notre foin, on est autonome en foin, donc ça nous coûte de l'argent quand même parce qu'on loue des terres au nord pour pouvoir le faire, mais ça nous coûte moins cher que si on l'achetait fait. Malgré toutes ces menaces, Aurélie refuse de baisser les bras. Son père vient de passer la main, à elle et sa sœur Aude de faire perdurer cet héritage. Notre manade existe depuis 1904. On va fêter les 120 ans l'année prochaine. Et Aurélie Aude, c'est la 6e génération de Reynaud à être manadier. De père en fils jusqu'à moi, et maintenant de père en fille. Voilà, avec Aurélie Aude. Et c'est très rare des filles qui sont manadières. Maintenant, il y en a quelques-unes, mais jusqu'à il y a encore 20 ans, il n'y en avait point.
C'est une pression, mais en fait, je l'ai acceptée. Et le jour où je l'ai acceptée, je me suis dit, allez, ça y est, j'y vais. Je propose à mon grand-père, à mon grand-oncle de prendre la suite parce que je suis prête à l'assumer. Il y a eu toute cette histoire-là avant moi. Je veux pas qu'elle disparaisse, je veux pas que le travail de mes ancêtres soit arrêté net après mon père ou parte dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc je le perdure, je le continue, mais en même temps, il faut l'assumer, il faut pas que ça s'arrête à cause de moi. Il faut pas que je fasse tout foirer. Donc il faut faire ça bien, il faut réfléchir, il faut anticiper, il faut calculer, il faut faire une bonne gestion, quoi. Aurélie sait que ces terres ne pourront pas résister indéfiniment aux assauts de la mer et du sel. L'avenir de la manade passera par un déménagement dans les prochaines années. Aurélie et ses animaux, futurs réfugiés climatiques, dans leur propre région. Depuis le 19e siècle, l'homme tente de domestiquer la Camargue. Ce territoire, fait de marécages, d'étangs et de sel, est délimité à l'est et à l'ouest par les deux bras du Rhône. Après des inondations meurtrières en 1856, c'est Napoléon III qui entreprend la construction de canaux pour contenir le fleuve, ainsi que des digues le long de la mer pour tenir les vagues à distance. Les digues ont permis de limiter les dégâts un certain temps, mais aujourd'hui, le réchauffement climatique rebat les cartes. Depuis les années 90, de nouvelles inondations dévastent la région. Les scientifiques estiment que la mer devrait monter de 40 à 60 cm d'ici la fin du siècle. Problème, en Camargue, la plupart des terres se situent à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Depuis les années 50, la mer a déjà avancé de 300 mètres. La Camargue, aujourd'hui une des régions les plus scrutées pour comprendre comment réagir face à la multiplication des maux du climat. Magali est photographe. Elle documente la Camargue, ses évolutions et surtout ses transformations. Il y avait plein de dunes ici avant, de la végétation, c'était très joli. Et au final, maintenant, c'est une plage de galets, plus ou moins de petits cailloux. Tout le paysage change, mais à une vitesse foudroyante. C'est assez paniquant quand même. Avec la hausse des températures, les tempêtes deviennent de plus en plus violentes. La dernière vient de frapper. Magali constate les dégâts. Tu vois même pas une mouette, un goéland volé. Il n'y a rien. Ah, quand tu imagines, tu devais avoir une dune qui faisait peut-être 4 mètres de hauteur au bas mot et qui a été complètement arrachée avec les vagues et la tempête de ces derniers jours. C'est désolant de voir ça, hein. C'est presque apocalyptique. Ouais, c'est triste. Son travail raconte un monde qui disparaît. Il faut savoir saisir ces moments pour pouvoir justement montrer l'avant, l'après et ce que tout devient par rapport à ce changement climatique ici en Camargue. À force de photographier la région, l'artiste est devenu témoin des bouleversements en cours. Pour mesurer le recul du trait de côte, la photographe décide de prendre de la hauteur. Inter 400, Fox Bravo Uniforme Papa Sierra, on est en survol photographique vers Beauduc. À la base, les dunes veulent avoir des allures de Sahara. Oui. Là, quand même pas mal immergé. Là, ça a été gobé un peu par le vent et l'eau. Suite au coup de mer, tout ça a été submergé. Là, d'habitude, il y a le cordon sableux là, qui va jusque-là. Ouais. Et tout ça, c'est sous l'eau. Ah, là, c'est... Oh la vache. Méconnaissable. Méconnaissable. À chaque survol, Magali peine un peu plus à retrouver ses repères pour réaliser ses clichés. J'ai beaucoup de mal à me projeter parce que c'est pas du tout ce que j'ai connu quand j'ai découvert en fait ce golfe.
Ouais, là, en fait, on se rend compte que la mer Méditerranée s'est complètement engouffrée dans les marais. Les photos de Magali ont fait le tour du monde. En jouant sur les lignes et les couleurs, elle montre à sa manière la vulnérabilité de la région. On ne pourra pas lutter. À un moment donné, la nature va faire ce qu'elle a à faire. Elle prendra le dessus sur les constructions des activités humaines. En Camargue, on estime que 32 000 personnes sont directement menacées par la montée des eaux. Le matin, tu te lèves, tu as la mer, la liberté, l'espace. Quand tu es tout seul sur ton bateau, c'est la liberté. Hein. Je m'appelle Christophe Mondé, je suis pêcheur à la base et restaurateur. Pêcheur la semaine et restaurateur le week-end. Oh. Alors, oh, déconne pas. Allez, oh. Ouais, faut pas déconner là, hein. S'il faut tirer à la main. Hein. Mes parents étaient pêcheurs. Et petit à petit, moi j'allais de temps en temps le week-end pour faire un peu d'argent de poche. C'était normal, quoi. Christophe pêche dans le golfe de Bauduc depuis qu'il a 12 ans. Petit à petit, il a vu le réchauffement climatique bouleverser l'équilibre sous-marin. Là, en ce moment, c'est les dorades, l'époque des dorades. Après, un peu plus tard dans l'hiver, il y a des loups, des turbos, mais là, c'est essentiellement de la dorade, ouais. S'il y en a, s'il y en a. Depuis peu, un nouveau phénomène perturbe l'écosystème, les canicules marines. Ouais, des fois, ça dure pendant, allez, un mois, non, hein, c'est le mois d'août, quoi. C'est bien chaud au mois d'août, tout ça, mais là, ça fait un moment que ça dure, hein, que ça a duré. Même maintenant, là, elle est encore chaude, elle a remonté, là. Au plus fort de l'été 2023, la température de l'eau a dépassé les 30 degrés, du jamais vu en Camargue. Conséquence directe, de nouvelles espèces ont fait leur apparition dans les filets de Christophe. Ça aussi, alors, mais ça, avant, il n'y en avait pas, c'est les limaces. Les limaces de mer, là. Mais c'est embêtant, parce que voilà, ça se prend dans les filets. Tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et les méduses qu'il y a de plus en plus, qui t'empêchent de bien pêcher, ouais. Parce que là, dans les entremailles, là, quand tu prends ça, là, les méduses le font, ça fait entre 4 et 6 kilos, il y en a et même des plus grosses. Hein. Elles te remplissent le filet, elles le couchent et après tu pêches pas. De nouvelles espèces au large de la Camargue, mais les poissons ciblés par Christophe, eux, se font de plus en plus rares. Oh pétard, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorades, un marbré, un loup, 2 sards, une sole. C'est tout. Le sac va être maigre, hein. Oh putain. Si le poisson est moins abondant, ce qui inquiète surtout Christophe, c'est l'accès à son site de pêche. La bande de sable est de plus en plus mince. Bientôt, il ne pourra plus atteindre son ponton. On sait qu'on est là jusqu'à tant qu'on pourra y aller venir. Ouais. Après, on le sait qu'on ne pourra plus y accéder, quoi. On se dit, bon, ben, 10 ans, 15 ans, peut-être, allez, ça dépend hein, du temps. Mais bon, vu que ça s'arrange pas trop, ouais. Ouais, nous, on demande
On continue de travailler. Hein. Mais c'est pénible, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Malgré les inondations, les tempêtes et le sel qui dévore ses pâturages, la passion d'Aurélie reste intacte. Une fois les taureaux sélectionnés, direction les arènes. C'est jour de course au village de Bellegarde. Dans la région, la course à la cocarde, c'est le rendez-vous que personne ne manque. D'avril à octobre, tous les villages en organisent, une tradition populaire qui rassemble et qui permet aux différentes manades de montrer leurs meilleurs taureaux. À chaque course, Aurélie profite de la présence de touristes de passage pour parler de sa manade et surtout des difficultés qu'elle connaît. On a à peu près 250 bovins sur environ 1000 hectares. Voilà, on ne sait pas exactement combien parce qu'on est au bord de mer. En fait, on a le bord de mer et le petit Rhône. Et la mer, elle avance, le Rhône, il se décale un peu aussi, donc on ne sait pas vraiment le nombre d'hectares. On dit à peu près 1000, quoi. Et là, ils ont quel âge, pardon? Ils ont quel âge aujourd'hui, là? Nous, on en a un de 5 ans, un de 4 ans et un de 3 ans. Ah oui. Celui de 3 ans, il a une seule course à son actif. Ça va être sa seconde sortie. Ouais. Un, deux. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Le club taurin La Jeunesse Bellegardaise est heureuse de vous présenter cet après-midi cette course de Ligue Occitanie avec les manades de la Yalle du juge Iréno. Messieurs les jeunes raseteurs, messieurs les tourneurs, en place pour la capellade, s'il vous plaît. Il faut qu'il le mette en colère, il s'en fout. Contrairement à la corrida, ici pas de mise à mort de l'animal. Ceux que l'on appelle les raseteurs doivent enlever une ficelle des cornes du taureau. Il se réveille hein, parce qu'il dormait. Entre l'homme et la bête, un subtil jeu d'évitement, de provocation et de voltige. Les qualités qu'il a, c'est qu'il se tient près des planches. En principe, il ne va pas promener au milieu. Comme ça, les raseteurs sont en difficulté. À chaque fois, l'émerveillement du public rappelle à Aurélie pourquoi elle se bat. Le taureau jeune qui entre en piste appartient à la manade Reno. C'est sûr que dans les jours difficiles d'hiver où on est seul et où il fait froid et où on est quand même dehors, et bien on se rappelle des moments que nous ont fait vivre les taureaux, quand ils nous ont rendu honneur, quand ils nous ont rendu fiers de ce qu'ils ont fait en piste, qu'ils nous ont fait vibrer le public ou qu'ils ont été applaudis, ça nous réchauffe et on oublie les mauvais moments. Ouais. Nos grandes vedettes, les taureaux qui ont été des superstars, qui nous ont mis en haut de l'affiche, qui nous ont rapporté de l'argent aussi, évidemment. On veut les garder avec nous jusqu'à la fin. Et du coup, on va les enterrer, comme des êtres de notre famille. Et notre tradition veut qu'on les enterre debout, c'est-à-dire sur leurs 4 pattes, fiers, quoi, parce que
comme un taureau Camargue, la tête en l'air et fier sur ses 4 pattes, et qu'il regarde en direction de la mer. Avec les taureaux et les chevaux, les oiseaux font partie des emblèmes de la Camargue. Quand elle ne photographie pas la région vue du ciel, Magali scrute les différentes espèces d'oiseaux présentes dans le delta. La plus connue d'entre elles, le flamant rose. Ce qui me plaît dans le flamant rose, c'est une démarche très gracieuse, très douce, avec des longues pattes très effilées. La Camargue est une des plus vastes zones humides d'Europe. Un refuge pour presque 400 espèces d'oiseaux. Ce matin, Magali a rendez-vous avec Frédéric, un passionné qui gère un parc ornithologique. Et après, il y a 2 plus petits, tu vois, qui plongent, qui remontent. Ouais. Ce sont des petits grèbes, voilà, des grèbes à cou noir, tu vois. Ouais, je vois. Et pareil, ça, ce sont des oiseaux hivernants. Et puis au fond, à gauche, je sais pas si tu vois, mais il y a un héron qui est à l'affût, là. Tu le vois, au bord des roseaux, là? C'est magnifique. Ouais, sympa, hein? Ouais, très joli des roseaux. C'est génial. Faut surtout pas faire de bruit, en fait. C'est très doux comme moment, hein. C'est hyper relaxant. Avec ses photos, Magali mesure les évolutions des populations d'oiseaux, véritable baromètre du climat. Ah, il y a une cigogne, regarde. Tu la vois? En face? Oui. Hé, hé. Il y a 20 ans, il y avait très peu de cigognes ici. Maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de couples qui nichent autour de la Camargue. Et puis surtout, on a énormément d'oiseaux qui viennent passer l'hiver ici. On a vu une nouvelle espèce comme l'ibis. On est parti de quasiment 0 individu. Aujourd'hui, on est à plus de 3000 couples. La présence de l'ibis en Camargue, elle est essentiellement due clairement au réchauffement climatique. À la base, c'est un oiseau qui migrait plutôt Afrique Nord, Europe Sud-Sud, Espagne, Portugal. Depuis 2-3 ans maintenant, il a pris son habitude de venir là. Ah, Voilà. t'entends un peu de décollage là. Ah, oui, ça décolle. Ouais. Paradoxe de la situation, les oiseaux semblent plutôt profiter pour l'instant de la hausse des températures. Mon sentiment vis-à-vis des oiseaux et vis-à-vis de la nature, je ne suis pas extrêmement inquiet puisque la nature, les oiseaux, il y a une capacité de résilience qui est colossale et qu'on ne soupçonne même pas en fait. Et donc je n'ai pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Après, la problématique, c'est la Camargue humaine en fait. Quelle va être la place de l'homme dans cette Camargue dans les années à venir? Christophe, lui, espère que l'homme aura sa place encore longtemps en Camargue. Toute sa vie est ici, dans ces marais, sur ces plages qu'il arpente depuis son plus jeune âge. Sa pêche alimente son petit restaurant, blotti au bord d'un étang, au cœur du delta. Il travaille ici en famille, aux côtés de sa femme Muriel et de sa mère Hélène. Hop là. Ça, c'est la soupe. Oh, pétard. Regardez. C'est la soupe de poisson avec des crabes, des galères. Voilà. Au restaurant, un seul menu, depuis des années. Soupe de poisson, moules et poisson grillé. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Hein. Là, je regarde à peu près. Tu touches, je plante le couteau et tu vois. Quand c'est cuit, c'est bon. Des ingrédients simples, mais que Christophe peine de plus en plus à trouver lui-même. Avant, tu mettais des casiers, je ramassais les crabes pour la soupe. Mais là, ça fait 2 ans qu'il n'y en a plus une. Donc, je les commande au poissonnier, je commande les crabes, les galères. Parce que vraiment, il n'y en ait plus. C'est bizarre, hein. Tu te dis, c'est pas possible. Tu as toujours connu plus, moins. Mais bon, là, on voyait bien que ça descendait. Et que vraiment, il n'y en a plus, quoi. C'est plus régalant
Voilà, quand c'est toi, c'est ton poisson que tu as pêché, que quand tu l'achètes au poissonnier, ça a moins de... Hein, c'est moins... c'est moins bien. Là, tu te sens plus... que là, au moins, je suis pêcheur, restaurateur. Enfin, restaurateur. Ah, si tu achètes et tu fais... c'est pas pareil. Une fois le service fini, Christophe rend souvent visite à son oncle, qui vit dans un lieu unique. Tu vas, Ninette? Bauduc, un petit village de cabanons au ras de l'eau, niché au fin fond de la Camargue, entre la mer et les étangs. Hein? Ça sent bon. Tu sens le poisson? Ça sent... ouais, le poisson grillé. Tu n'en as pas marre de sentir le poisson? Quoi? Ici, tout le monde scrute en permanence l'évolution du niveau de la mer. Ouais, elle a baissé encore. Oui, ça a baissé. Ça a bien ouais. baissé. Hein. Pour se protéger, Georges et les autres ont construit eux-mêmes une petite digue de rochers. Un ouvrage qui paraît bien dérisoire face à la montée inexorable de la mer. Il a fallu faire venir des semi-remorques de galets. Moi, j'ai acheté un bulldozer et on avait un tractopelle et on avait un camion et on a fait les travaux avec les collègues dès qu'il y avait le temps pour. On a mis une bonne épaisseur de galets et puis si des fois il y a un endroit que ça venait à se ronger, ben, de suite on va mettre quelques galets dessus puis c'est fini, quoi. Il faut toujours être, dès qu'il y a une petite brèche, il faut la boucher. Bauduc, un lieu magnétique, hors du temps. Et aucune montée des eaux ne fera jamais partir Georges loin de son cabanon. On n'est pas prêt à partir d'ici, hein. C'est notre zone de pêche. On n'ira pas ailleurs. Hein. Moi, il y a 57 ans que j'y habite définitivement. Et j'ai 71 ans. Je mourrai ici et mes cendres seront ici. Je te le temps dit aux collègues, comme ça je vous surveillerai si vous ne faites pas des conneries. Les défis d'Aurélie et de sa manade sont aujourd'hui connus dans le petit monde de la course camarguaise. Ce matin, la jeune femme, sa sœur et leur père reçoivent les honneurs des chroniqueurs et photographes taurins pour leur travail. Alors, cette année, on avait fait un casting de manadière pour changer un petit peu. Souligner un peu quand même que les filles sont en train de prendre une place importante dans les manades et pas que derrière les fourneaux. Donc, vous avez élu Aude et Aurélie Reynaud qui vont me rejoindre. Alors, merci beaucoup. On est heureuse d'être les premières. On espère qu'il y en aura plein d'autres derrière nous, des femmes méritantes qui auront ce prix-là et qui seront autant heureuses que nous aujourd'hui de le recevoir. Alors, merci à tous. Bravo. Tu veux dire un mot? Avec les chevaux derrière, c'est super. Ah ouais. Et voilà. Super. C'est bon? Merci. Félicitations. Merci. À travers ce prix, Aurélie voit une reconnaissance de la profession et surtout un encouragement. Tous les gens sont au courant des galères dans lesquelles on est, enfin, à venir, quoi. On sait que si un jour on a un moment de galère, on pourra compter sur eux. Si on a une inondation, si on a un problème avec nos animaux à cause du sel et tout, on sait que c'est des personnes qui seront là, qui nous aideront comme ils le pourront. Hein. On se sent moins seul. On se sent entouré, soutenu, donc ça fait du bien au moral. Ouais. Ça nous fait espérer en l'avenir. Face aux maux du climat, la solidarité d'un territoire reste plus que jamais nécessaire pour assurer un avenir à ses habitants.